qui est très ironique et qui me fait beaucoup rire, c'est que sa chute, elle est arrivée la même année où il y a eu l'explosion du true crime, que ce soit en France ou à l'international, en tant que contenu de divertissement. Ouais, c'est ça. Oui, non, complètement. Avant, c'était réservé quand même à à une élite. Passionnés. D'abord à une élite, ensuite à des passionnés. Ça s'est un peu dilué, etc. Et lui a fait de la vulgarisation à travers ses bouquins, donc il y avait un nouveau public pour ça. Mais l'année, vraiment, avec des shows comme Dahmer sur Netflix, etc., il n'était plus là pour en profiter. Il était déjà blacklisté. Ça, c'est sa grande. Je pense que c'est. Ça a dû lui faire bobo quand même, parce que là, il a dû rager, je pense, parce que voilà, il n'était plus là pour parler de Dahmer, par exemple. T'imagines s'il n'y avait pas eu cette histoire, qu'il avait été là, mais là, il serait fait des couilles en or, il aurait été à droite, à gauche. Ah, puis il y a les Menendez, après, il y a la saison avec les Menendez, là, il y a la prochaine saison, c'est avec Ed Gein, je crois. C'est Ed Gein, et malheureusement pour lui, il ne sera plus là pour parler de tout ça et en profiter surtout en vendant des bouquins, tu vois. Non, mais après. Un peu sa tragédie personnelle, je pense, c'est que voilà, il a contribué, c'est ça qui est drôle, il a contribué à la popularisation du genre chez le public français. Il en a récolté quelques fruits, mais c'est un des points qu'on peut lui accorder, si tu veux, c'est que effectivement, il a été un des acteurs. Tu parles de Bellemare aussi dans le bouquin. Je suis bien d'accord avec toi. Moi aussi, je pense que Bellemare avait une équipe de rédacteurs qui lui faisait, qui devait avoir un créateur d'histoire aléatoire avec des personnages. C'est assez flagrant quand tu revois les bouquins maintenant. De temps en temps, je tombe sur des podcasts quand je suis en bagnole. Tu sais, c'est aléatoire en lecture et je dis tiens, bah vas-y. Ah là, c'est Pierre Bellemare raconte. Alors de temps en temps, ça parle de Vacher, ça parle de Petiot, etc. C'est grand classique. Et puis boum, t'as Jean-Michel Machin, tueur en série à Bourg-en-Bresse dans les années 60, qui a tué 17 femmes, qui en a mangé 14, qui sodomisait des chats. Mais j'en ai jamais entendu parler de lui. Oh, mais il a marqué à l'époque, les gens étaient traumatisés. Alors tu rentres chez toi, dis maman, dans les années 60, t'avais la trentaine, tu t'en rappelles Bon, ça me dit rien. Donc je lui dis, ouais, quand même, je pense qu'ils ont dû bien se marrer en écrivant des histoires quand même. Moi, je me souviens d'une histoire, c'était dans un de ces bouquins, là, Crime incroyable ou je sais pas quoi. Donc, les histoires étaient censées être vraies. Et là, c'était un tueur en série allemand qui tuait ses victimes, il coulait dans du béton, il les faisait passer pour des statues dans un musée d'art contemporain. C'est ce que tu écris. Ouais. C'est quoi cette histoire? Ça vient d'où? Ça sort d'où? Ouais, non, c'est. Waouh! C'était une autre époque, quoi. Tu pouvais t'en tirer. C'est. À faire des vraies recherches. Tu pouvais inventer n'importe quoi. En plus, c'est quand même une époque, parce que Bellemare, il a eu sa grande période, Bellemare raconte, c'était les années 70-80, début 90. Ouais. C'est une époque où pour faire des recherches, fallait être journaliste, fallait prendre sa mobilette, partir à la rédaction des canards locaux, récupérer les archives, les microfilms, aller interviewer. Voilà, un vrai travail. Il suffisait pas d'ouvrir une page wiki, de la traduire vite fait, et puis de faire tourner la caméra, quoi. Et je ne vise personne. Ça donne sur YouTube en ce moment. Je vais pas citer le nom, mais. Ah bah c'est ouais. Mais ça plaît. Après c'est c'est ça, il n'y avait pas internet et c'est du contenu qui est mis en avant. C'est ça le pire, c'est que le contenu YouTube True Crime, influenceuse beauté et True Crime même dans les mêmes trucs, c'est super mis en avant quoi. Je vais être un peu pessimiste, mais pour moi c'est les dignes successeurs de notre ami, c'est-à-dire dans la même lignée. Il faut des recherches, voilà, ils se contentent uniquement de 2-3 pages Wikipédia, comme tu dis, et 2-3 trucs. Ces livres-là, ça n'existe pas dans leur bibliothèque, tu vois, ils savent pas ce que c'est. Et des vidéos qui ont déjà été faites, surtout. Voilà, je ne sais pas s'ils ont un livre de leur vie, tu vois. Bon, je te parle des Français, après. Ouais, c'est un peu pareil ailleurs. Il y a des youtubeurs américains qui quand même s'intéresse, tu vois, je travaille avec quelques youtubeurs américains et par exemple, il y en a un qui est américain, il sort de c'est quoi ça veut dire déjà, Kansas City.
il est passionné par Dutroux, tu vois, par l'affaire Dutroux. Ah, Et oui. on a fait des recherches ensemble, on a sorti des documents, il a fait une putain de vidéo de 4 heures sur les liens entre l'affaire Dutroux et la fondation, l'Institut, pardon, Abrasax. Aucun Belge, aucun Français n'a fait une vidéo comme ça. Non, non, le seul qui en parle, et c'est très dommage, c'est Karl Zero, parce qu'à chaque fois, on tape dans le complotiste, Illuminati, franc-maçon, pédosataniste, donc là, ça devient du grand n'importe quoi. Mais je pense que Karl Zero a fait perdre toute crédibilité aux affaires criminelles européennes, pas que françaises, mais je pense que l'affaire Dutroux fournirait le Landais, parce que là, il est sur les côtes de le Landais depuis 2 ans, en disant que c'était un rabatteur pour un réseau, qu'il fournissait des politiciens, des machins. Alors bon, ouais, enfin... Le problème, c'est qu'on peut parler, mais si on n'a pas de preuves à avancer, si on n'a pas de trucs à montrer, bah, tout de suite, on passe pour un gros débile de complotiste, et malheureusement, c'est ce qu'il est en train de faire. Bon. Mais c'est vrai que les affaires européennes, quand elles sont traitées depuis l'étranger, il y a déjà un recul nécessaire d'être beaucoup moins touché par ce qui s'est passé à côté de chez soi. On est moins touché par le malheur du monde quand il est de l'autre côté de la planète, c'est normal. Et sauf certains, mais bon, ça c'est un autre problème. Et c'est vrai que les rares fois où j'ai regardé des vidéos sur l'affaire Fourniret, sur Guy Georges, qui avait été profilé par Bourgoin d'ailleurs, t'as vu, avec succès. Et ben, il s'appelait Flo, selon lui, et ouais, il travaillait dans une brasserie. Et ouais, le grand profil là. Oui, mais Viola, t'as raison. Karl Zero, il semble sortir de la Satanic Panic des années 80. C'est complètement ça. Il voit des complots partout, des satanistes partout. Epstein avait 1 milliard de clients sur toute la planète. Et Palmade était... Pierre Palmade, ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Il avait de l'adrénochrome ou un truc comme ça. C'est ça. Et il y en a un qui est pas mieux, c'est l'espèce d'ancien dealer. Ah ben l'ancien dealer, c'est ce que j'allais dire. Il était sur un plateau à un moment avec Madame Palomba, l'ancienne rédac chef de c'était Voici ou je sais plus quoi, et Karl Zero et puis Fourré. Ouais, Forêt, ouais. Qui parlait des réseaux d'adrénochrome, et lui, il les avait vus, de ses yeux vus. Les mecs qui dealent de la coke, qui te vendent aussi de l'adrénochrome, et pour faire de l'adréno, c'est bien connu. Ah ouais, mais c'est le gros problème aussi de ce milieu-là, c'est que dans le true crime, t'as aussi... regarde le nombre de youtubeurs, je ne nommerai personne, qui fait du true crime et du fantastique. Tu vois, du paranormal, du fantastique, etc. Parce que une fois que t'as mis le petit doigt dans le sensationnel, tu parles des Warren, tu parles de tout ce qui va autour, et puis tout de suite et ça se rejoint très très vite, hein, ceux qui parlent après des comment ça s'appelle, des magnétiseurs qui retrouvent les victimes avec leur petit pendule sur la carte d'état-major, et ça arrive très vite, et on retrouve pas mal de ces gens-là qui rappliquent après dans ce milieu-là. Et j'avoue que je ne l'ai pas dit, la folle, j'ai rien dit, et ça balance des noms là, mais peut-être qu'il en ferait partie, ouais, Lionel Camille, comme tu dis. Et c'est vrai que c'est pas le couteau le plus aiguisé. Mais bon. Ça, et puis c'est pas striké par YouTube, donc ça marche, quoi, tu vois, je veux dire, c'est pas non, c'est pas démonétisé parce que ça raconte un narratif qui... Voilà, c'est glamour. C'est les victimes. Le méchant, il est très méchant. Les gentils, ils sont très gentils. À la fin, on dit que le méchant, il est pas gentil parce que être méchant, c'est pas très gentil. Achetez mes produits, lien affilié, sayonara, hop, next. Et ça passe. Ça passe à fond la caisse. Dire que j'ai adoré travailler... Moi, par exemple, j'ai adoré échanger avec Sakakibara Seito pour Zeka parce que ça m'a fait ressentir des choses que j'aurais pas pu ressentir en lisant la presse et en m'apitoyant sur mon sort de mec qui était obligé de dire ça. Non, parce que discuter avec lui, même si c'était par messagerie cryptée, mais discuter avec lui, se replonger pendant 7 mois même sur ses crimes,
sur son sentiment, sur ce qu'il avait pu ressentir, lui redemander la description de ses crimes pour voir si il avait pas mitonné dans son bouquin, et en fait il a pas mitonné dans son bouquin dans l'édition japonaise, c'est juste qu'il a été obligé, parce qu'il y a une édition originale de Zeka qui a été censurée, qui est partie au pilon. Ensuite il y a la deuxième édition qui est sortie chez Otage Pain. Putain, les ballons là, je suis pas John Wayne Gacy, arrêtez les ballons. Et celle-là, il a dû réécrire beaucoup de choses, enlever beaucoup de choses. Ben ça, moi, quand j'ai travaillé là-dessus, quand j'ai réécrit son truc, quand j'ai travaillé avec lui, j'étais heureux de le faire parce que j'ai vécu l'affaire, si tu veux. Et c'est normal, parce que ça t'apporte des sensations, ça te fait frissonner, ça te fascine, ça... Bam, 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 il y a plein de choses. Bonsoir, Miss Keo. Il y a plein de choses, des sentiments, et puis il y a... Ben, comme tu dis, il y a toujours ce vieux conflit intérieur qui est... attraction, répulsion, Eros Thanatos, enfin toutes ces conneries, mais en tout cas ça marche bien quand tu travailles sur des bouquins ou sur des trucs comme ça, c'est parce que tu te projettes à la fois sur la victime et sur le tueur. Et moi je me suis toujours projeté sur les deux, c'est pour ça qu'au début de la chaîne et du premier livre, c'était parfois un peu compliqué pour moi, parce que quand tu t'es projeté pendant quelques semaines ou quelques mois dans les écrits et tout, à la fois du tueur, des enquêteurs et de la victime, tu t'es identifié aux trois. Ce qui me semble, moi, un process naturel et sain en plus. Et c'est ça qui est très fatigant. Aujourd'hui, quand j'écoute des histoires de true crime, je sens déjà que c'est pas la personne qui les a écrites, parce que en général, ils savent pas tellement bien de ce dont ils parlent, et il n'y a aucune projection. Il n'y a aucune projection. Il y a de la justification, si tu veux. Il y a de la justification morale sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sans... Attention, je cautionne pas, oui, attention. Et c'est pénible. Oui, tout le temps. Et c'est pénible. Ouais. C'est pénible. Ouais. C'est pour ça que je te dis que c'est un peu les héritiers de Bourgoin dans ce sens-là. Oui, complètement. Par rapport à ce public-là, ils ont encore ce besoin de justifier l'attrait, tu vois. Et tant que le public ne sera pas affronté, ne sera pas vu dans un miroir et compris d'où vient cet attrait, bah, on sera toujours dans cette espèce d'hypocrisie-là qui consiste à dire oui, mais attention, blablabla, pensons d'abord aux victimes. Et évidemment, si tu penses vraiment aux victimes, tu n'as pas besoin d'en parler toutes les minutes. C'est ça. C'est ça, c'est comme les youtubeurs masculinistes qui disent toutes les 2 minutes « je suis pas gay, je suis pas gay, je suis pas gay ». Voilà, exactement. je vais te donner ma position et elle est intéressante parce que là, je suis à une période où je dois décider, en gros, je dois aider l'équipe des Italiens avec qui je travaille, là, qui font pour l'expo, en série, voilà, pour l'expo. Et on commence à Paris en février. Donc, on est en train de brainstormer sur comment adapter le concept à un public français. Évidemment, le premier truc que j'aurais dit, c'est ne pas consacrer des vitrines à des tueurs français. Des tueurs français, ça, c'est hors de question. On le fait en Angleterre, on le fait en Italie, etc. On fait des reconstitutions, etc. Les Français, non, c'est hors de question. Ils sont trop sensibles, on va dire. Donc, j'aurais dit déjà d'emblée, la sensibilité. Faut pas oublier que la France, c'est le seul pays qui a interdit l'expo Bodyworks, par exemple. Ouais, c'est vrai, que j'ai vu à Tokyo. Et ça, c'est ça. Ils en ont enfin, c'est les mêmes organisateurs qui font l'expo Bodyworks, donc ils sont très attentifs à ça et à ce conseil que je leur donne. Et je leur ai dit, la France, il y a 2 choses qu'il faut développer, c'est l'aspect psychologique, c'est-à-dire faire carrément une pièce entière où c'est des études psychologiques avec des rapports d'expertise, etc., sur telle ou telle affaire. Donc ça intéressera le public français, de se plonger sur des documents avec des expertises psychiatriques, etc. Je pense que ça peut... Et deuxièmement, tu as l'aspect psychologique, et pas que les autres pays en ont rien à foutre, mais le public français, je pense qu'il sera intéressant pour le public français de faire une pièce justement où tu racontes une histoire criminelle à travers la victime. Et c'est quand même assez ironique que ça vienne de moi, l'idée, tu vois. Je ne suis pas si méchant que ça, apparemment. C'est moi qui ai eu l'idée. Et on va faire une pièce où il y aura des affaires. Alors, t'avoue, hein, par esprit moqueur, j'ai voulu utiliser l'histoire de Suzanne Bicrest pour
ça serait amusant, tu vois. Ça Ce, serait amusant. ce serait un joli coup de pied de l'âne, Mais comme on dit. ça sera un jeu latéral, mais effectivement. Mais voilà, voilà, je suis pas aussi, j'ai pas l'esprit aussi petit. Par exemple, on va prendre l'affaire de Wayne Williams, les disparitions des gamins à Atlanta, là, Ah qui oui, a été tracé dans Mindhunter. Hmm. Pour moi, sociologiquement, c'est intéressant. C'est un certain type de victimes, la communauté noire d'Atlanta, etc., les enfants, etc. Donc, retracer cette histoire-là à travers les victimes. Et on va faire ça sur plusieurs histoires. Tu vas donner la voix aux victimes pour retracer l'histoire et donner aussi la parole à des personnes qui ont survécu, tu vois, avec une rencontre avec un tueur en série. Donc, cette position-là, c'est juste pour t'expliquer que voilà, le concept true crime, etc., la France a besoin d'adaptation pour des choses qui, dans d'autres pays, passent crème, en fait. Tu vois, c'est ça. Là, en ce moment, l'expo, elle passe crème à Londres. Tu vois, il y a un très gros succès à Londres. Les gens ne prennent pas la tête. Alors, évidemment, il y a toujours des petits chagrins qui vont dire ouais, machin, ceci, cela, c'est pas bien. Mais ils sont ultra minoritaires et c'est ça qui est fascinant. Et ils sont venus à l'expo, donc bon. Oui, en plus, ils se payaient pour voir les trucs et ils se plaignent après, mais tant pis pour eux, Oui, tu ça vois. c'est Mais classique. je sais pertinemment que si on ramène ce même concept, la même expo en France, là, ça sera pas du. Ah, mais ça va être très, personne très, sur 10, très ça sera compliqué. Ouais, ça, je sais qu'il y a. Voilà, ça sera 19 personnes sur 10. Déjà, on est dans un pays d'association. La France, tout le monde est concerné par une association de défense de machin, de défense de bidule, des offusqués de trucs, des révoltés de machin. Donc ça, tu peux être sûr que tu vas en avoir 50 sur le dos. Et j'avais une question. Si vous avez des questions à poser à Nico sur le livre ou sur Bourgogne en général, on fera les questions à partir de 9h30 dans 5 minutes. Donc commencez à poser vos questions et du coup on va parler un peu de l'expo pendant les 5 minutes qui arrivent. Je voulais te poser une question par rapport à l'expo qui aura lieu à Paris. Il se pourrait qu'il y ait des trucs sur des tueurs en série japonais, sait-on jamais. Mais est-ce qu'il est envisagé de réserver un coin à notre ami Sagawa? Oh, le coin Sagawa, alors je suis en train de plancher dessus. Parce que, attention. On a une très grande victime. Oui, on a une très grande victime. Victime, tu vois, lapsus révélateur. La projection. Une très grande vitrine. Okay. Donc, dans la vitrine, j'ai présenté ces bouquins. Voilà. J'ai présenté ces bouquins. Bon, il y a aussi des objets qui lui appartiennent, des baguettes. Baguettes signées. Putain, c'est chaud, signer des baguettes. Il y a des dessins et puis surtout des lettres qu'il m'a envoyées. Donc, il y a ça. Mais dans l'idée, et ça, je trouve que ça serait intéressant, ça serait vraiment de développer le truc. Mais là, on garde toujours à l'esprit que quand même, il ne faut pas oublier que c'est passé à Paris. C'est ça. C'est pour ça que je te pose la question. Voilà. Ça, c'est le truc qui est un peu ambigu. J'aimerais. Moi, j'étais parti, et les autres aussi qui ont fait l'expo, là. Là, on était parti sur carrément le diorama. Le diorama, c'est-à-dire montrer un diorama de ce qui s'est passé dans l'appartement. Ouais, de sa chambre, enfin de son petit appart et tout. Oui, mais pas seulement du process, si tu veux. Ah, du process, voilà. Donc, tu vois exactement visuellement ce que ça donnerait. On était prêt à le faire. Hein. On l'a fait avec d'autres affaires. Mais être spécialement, je me dis, mais putain, mais je fais ça à Paris, mais les gens, ils vont péter un câble. Ouais, mais je te confirme. Je te le signe tout de suite. Ça, je te le signe tout de suite. Péter un câble. Et il faut pas oublier, je crois que le frère Hartvelt, il est encore en vie en plus. Hein. Et il est. Pas la peine. Et évidemment, je me suis auto-censuré là-dessus. Mais on maintiendra l'espace Sagawa avec les objets à partir du moment où il n'y a pas de. Ça ne choque pas. Ok. N'oublie pas que j'ai quelque chose pour l'expo, pour le coin Sagawa. Hein. Je t'en avais parlé. Oui. Et ok. Écoute, j'y compte bien. Et j'ai même encore un exemplaire en rab de photos, je crois, qui est encore vierge. Ouais, je veux bien ça, parce que c'est bien là, mais non. Moi j'en ai deux, un qui est ouvert et un qui est pas ouvert, donc. Alors, pour ceux qui veulent acheter ça, le photo, méfiez-vous parce qu'il y a une édition sans les photos. Ah, du numéro, d'accord. Après l'interdiction,
ils ont ressorti le numéro et ils le disent pas forcément quand ils vendent le truc sur eBay ou au caisse et tu te retrouves avec une photo ordinaire sans Oui, 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 espace saga. où il n'y a pas le livret noir au milieu. Ouais. Le livret noir, donc c'est un peu Ah ben, les questions, justement, la première, c'est où et quand l'exposition? Je crois savoir que c'est à l'espace à Montparnasse, c'est ça? Ouais. Et ce sera au mois de février? Ouais, je sais pas encore les dates exactes, mais nous on finit à Londres le 5 janvier, et généralement c'est un mois après. Il faut que je me regarde sur les dates exactes. Et ça va durer, et c'est ça qui est intéressant, ça va durer 4 mois. Ok. Normalement, ça dure 3 mois. L'expo, là, normalement, à part si on se fait expulser par la magistrature, je rigole, ça dure 4 mois l'expo. D'accord, ok. Et Sorcière de Monde, est-ce que tu as écrit? Oui, bien sûr. Et Nico a écrit plein de livres. T'as écrit combien de bouquins jusqu'à maintenant? 50, un truc comme ça. Ouais, voilà, ouais, c'est ce que je dis, il en sort un par semaine. Donc. Un peu, sur un peu tout. Entre Richard Ramirez, Ted Bundy. Mais ma plus grande fierté, c'est l'encyclopédie que je consacre depuis quelques années aux tueurs en série russes. Ouais, je les vois passer. Et voilà, j'en ai toujours pas lu et il va falloir que je m'y mette parce que je connais, mais je sais que c'est fascinant, tout le monde me le dit. J'en connais aucun, enfin si les plus connus, les plus médiatisés, il y en a pas beaucoup, mais il y en a 2 ou 3. Et je me dis que le jour où je vais me mettre le nez dedans, si tu veux, je vais y passer. Je vais y passer un an. Pour moi, c'était une découverte. Moi, je me suis vraiment plongé là-dedans. T'as des affaires, mais à côté des Américains, c'est des. Oui, c'est des amateurs. Quoi, tu vois, c'est des amateurs. Donc, pareil pour le Brésil, je suis en train de me plancher là-dessus parce que mon but à terme, c'est de faire une encyclopédie mondiale. Tu vois. Bah écoute, si tu as besoin de la complicité d'un ancien flic brésilien devenu tatoueur, qui est mon meilleur pote dans le coin, là, c'est avec grand plaisir. Cool. Et alors, Lulu me demande, ta question pour Nico serait pourquoi avoir pris comme sujet de ton livre Stéphane Bourgoin? C'est une satire de personnage intéressante, mais qu'est-ce qui t'a donné envie? Quelque chose de personnel. Alors, à la base, comme j'ai expliqué, il y a on va dire, Garde la sorcière. Ce que j'ai expliqué en début d'émission, c'est-à-dire tout l'historique qu'il y a eu entre nous. Mais c'était une époque aussi où j'avais lu un bouquin de Nab, Jean-Édouard Nab, qui s'appelle L'Enculé. C'est Marc-Édouard d'ailleurs. N'est-ce pas Marc-Édouard. Oui, que j'ai lu, qui est très bon. Edouard Marc-Édouard. Qu'est-ce que j'ai dit, Jean-Luc Jules-Édouard, je crois. Comme dans Loft, je crois que c'était le nom du mec dans Loft. Voilà. Marc-Édouard Nab qui a écrit ce fabuleux bouquin qui est L'Enculé. De quoi parle L'Enculé? Ça parle de l'affaire DSK vue par DSK. C'est ça qui est phénoménal. C'est très bon. Génial. En fait, et c'est pour ça que j'ai utilisé ce bouquin comme exemple. C'est-à-dire, c'est un personnage qui a un mépris absolu, mais vraiment absolu, de son entourage, sa femme, pour tous les gens autour de lui, pour la pauvre employée d'hôtel. Nafissatou. Oui, voilà, pour les journalistes, pour ses électeurs. Ça, c'est assez drôle. On va se rapprocher de Bourgoin. Moi, j'ai voulu prendre le même truc avec Bourgoin, c'est-à-dire créer un personnage un peu parallèle qui s'appelle Ali Bobo, qui a un mépris absolu pour ses lecteurs, mais qui se retrouve tout d'un coup coincé dans cette affaire qu'il ne maîtrise pas, c'est-à-dire une série de vidéos qui sortent sur lui pendant le confinement, parce qu'on retrace aussi, c'est un livre d'actualité. C'est ça. C'est l'actualité Covid, c'est-à-dire ça se passe pendant la période Covid, il est chez lui, il est confiné et il se retrouve à subir tout ça et en train d'essayer de trouver des moyens de gérer son personnage public et en train d'essayer de trouver des voies de sortie. Donc, c'est la première partie du bouquin où j'essaie de me mettre dans la tête de ce personnage. Et bon, il y a d'autres parties aussi où il rêve de ses entretiens. Donc, c'est des rêves qui deviennent assez torrides au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Alors, il faut savoir, voilà, c'est important de préciser. J'ai écrit un premier jet de ce livre que je pourrais un premier jet que je pourrais t'envoyer. Bien volontiers. Ouais.
à condition que tu ne le Que je le divulgue pas. Parce que, en fait, simplement, quand j'ai fait relire à personne jusqu'à un moment, on s'est posé 5 minutes, on s'est dit, mais attends, là, on va sur une condamnation pour injure. Un genre public. Ouais. Ouais, là, je me suis dit, ouais, effectivement, c'est assez chaud. Donc, le manuscrit tel qu'il était, on l'a fait passer, et ça a été une première pour Camion Noir, on l'a fait passer par un jury spécialisé en à l'image et tu m'avais dit, ouais. en procès pour diffamation. Il est très connu sur Paris, je ne vais pas citer son nom, mais c'est l'avocat le plus connu. Et il est, par exemple, pour client, pour te dire, il a le serpent, tu vois. Oui, et c'est pas Fabrice Divisio, hein, je vous vois venir, c'est pas lui. Mais c'est un avocat extrêmement connu qui donc a relu le manuscrit et il m'a indiqué en fait tous les endroits où il y avait effectivement un problème et où les endroits qu'on pourrait qualifier de condamnables. Donc j'ai fait en sorte que sans toutefois trahir l'âme du livre, n'est-ce pas? Parce que l'âme du livre est toujours présente. Disons qu'il y a certains passages, je suis moins virulent, on va dire, et moins le trait est plus fort. Non, c'est un très bon livre tel qu'il est maintenant, hein. Mais la version brute, si tu veux, elle était beaucoup plus hardcore, triple XXXX, surtout dans les rêves. Oui, d'accord, ces rêves étranges et pénétrants, comme dirait l'autre. Exactement, pénétrant, c'est la bonne. Disons que c'était beaucoup plus pénétrant dans. D'accord, ah ouais, ça oui, effectivement. Effectivement, j'imagine bien. Bah écoute, avec grand plaisir, mes soirées sont terriblement ennuyeuses en ce moment, pas du tout, mais avec grand plaisir quand même. Sorcière, tu les trouves en français sur le site de Camion Noir. Je pense que si tu es allé sur Amazon et que tu as tapé le nom de Nico, tu tombes d'abord sur les bouquins de chez Serial Pleasures qui eux sont en anglais effectivement, mais tu vas sur le site de Camion Noir et tu vas les trouver en français. Oui, Camion Noir. Castelot, il faut utiliser mon nom d'artiste français. Ou Klaus Castellano aussi maintenant, tu peux chercher. Klaus Castellano, ouais. Oh, pas mal. Et Castellano, là, qui est. Ouais. Mais c'est le blaze que tu utilises dans ton bouquin, il m'a bien fait rigoler. Ah oui. Mais il se rappelle même pas de ce qu'il est. T'es sûr que c'est toi qui l'as écrit? Vas-y, sors les. C'est pas bien de faire travailler sa femme. C'est ça que je voulais te donner l'excuse, c'est que ce livre-là, pour rester dans la tradition, je l'ai intégralement recopié sur un true crime américain qui est sorti en 1988. Je m'en doutais. Et c'est l'histoire de Pierre Bellemare. Ah, And the 77 Serial Killers. Voilà, exactement, c'est sûr. Ah, mais je l'ai en paperback là-bas, en plus illustré par Robert Crumb, tu vois. Ah ouais, tu vois. Comme quoi. C'est bien de savoir rebondir des fois. C'est effectivement mon troisième. Mon troisième œil. Mon troisième. La femme qui me demande le tome sur les cannibales russes sort quand? On a déjà sorti. Je vais le sortir, mais je vais le sortir en français chez Serial Pleasure et pas sur Camion Noir cette fois-ci. Ok. Par contre, tu peux trouver les tueurs en série russes chez Camion Noir qui est déjà sorti et qui est très bien aussi. Il y a 20 histoires de tueurs en série russes illustrées. Certaines. Bon. Est-ce qu'il y en a une même connue en France? Je ne sais même pas, parce que délibérément, je n'ai pas mis Chikatilo dedans. Ouais, ce que j'allais dire, à part Chikatilo, les autres. Ouais, non. Dans le tome 3, qui n'est pas encore traduit en France, il y a Pichouchkin, le tueur à l'échiquier, et il y a. Ah, lui, je le connais, ok. Voilà, Onoprienko, l'exterminateur ukrainien. Mais dans le premier, il y a par exemple l'hippopotame, qui est un Sergei Lerkovski. Je vais y arriver. Sergei Lerkovski, l'hippopotame, qui est donc un tueur en série moscovite qui a tué 17 mecs qu'il a rencontrés dans un parc et pour des motifs extrêmement nébuleux. En fait, il écrivait pourquoi l'hippopotame d'abord? C'est ce que j'allais te dire. C'est pas un animal russe. Ah non, il était énorme, le mec. Il chargeait, il défonçait et il était mort. Alors, il était nécrophile aussi.
il insérait des bâtons de ski dans ses victimes. Comme un Esquimau, quoi. Voilà, ça c'est mon tribut à Bourgoin aussi. Je donne un peu crapuleux. C'est ce que j'allais te dire. C'est bel hommage. Un hommage. Et non, il est intéressant parce qu'il écrivait, il était écrivain à ses heures perdues, et il avait écrit un truc qui s'appelait pas Starfucker, Starfall. Starfall, et c'était un roman de science-fiction sur le pilote d'un vaisseau spatial qui va de planète en planète pour exterminer les planètes. Ah cool, là, c'est intéressant. Il le faisait à sa petite échelle dans le parc de Moscou, où il tuait les gens à coups de marteau et il s'amusait avec eux. Donc il y a celui-là et il y a 20 autres histoires encore pires. Ok, d'accord, ok, très bien. Mais il va falloir un jour que je me plonge dessus avec plaisir. Les camions noirs, mais je mettrai les liens, je vais faire une rediff. Je pense que la rediff, je la mettrai sur la chaîne principale cette fois. Pour qu'on puisse avoir accès déjà au bouquin puis à tout ce qu'on a pu dire parce que ça s'inscrit parfaitement dans le cadre de la chaîne. Si vous avez d'autres questions, allez-y, faites péter, on va se quitter dans 20 minutes, de 15 minutes, 20 minutes. Est-ce que tu peux nous en dire? Oui, n'oublie pas de montrer la couve, c'est celle qui est ici, là, sur le coin. Je me suis permis de rajouter une petite animation dessous parce que je trouve que ta peinture de Boubourg, on dirait qu'il est en train de passer sur un grill, qu'il est en train de se faire torturer, et ça m'a fait beaucoup rire. Cette photo, c'est d'après une vraie photo que j'ai trouvée sur le net. Oh, la tête, la gueule qu'il fait là-dessus, c'est flippant. J'ai forcé un peu le trait, évidemment. Alors, attends. J'ai tenté d'enlever des dents, mais je ne l'ai pas fait. Quoi. Ça, c'est sa période où il les a récupérés. Ouais, voilà, ouais. Oh, je vais pas y arriver, j'ai envie d'éternuer. Dis-moi, une allergie dès que je vois sa tronche, ça va être ça. Est-ce que les projets à venir là chez Camion Noir et chez Serial Pleasures, est-ce qu'il y a des grosses sorties, est-ce qu'il y a des trucs marquants, est-ce qu'il y a des livres particuliers? Là, chez Camion Noir, donc en français, fin du mois, ou même maintenant, là, dans les jours qui vont venir, je sors un bouquin sur le grêlé. Et alors il y a 2 histoires dedans, le bouquin s'appelle La vie sexuelle des serial killers. Et c'est un bouquin où c'est un peu le même postulat qu'Ali Boubourg, sauf que là, je suis parti dans la tête du grêlé, qui n'était pas vraiment agréable du tout, parce que j'imagine. Ouais. Le personnage me répugne particulièrement, on va dire, pour des raisons personnelles et pour, c'est juste, il est tout ce que je déteste, quoi, tu vois, qui s'en prend à des gamins et qui est gendarme, quoi, tu vois. Donc, ah oui, ça, il a profil intéressant. Voilà. Mais ce qui m'intéressait à travers lui et à travers son histoire, c'était sa fascination pour d'autres affaires, vu qu'il était gendarme et policier aussi. Il avait plein de petits de dossiers dans son ordinateur portable et il récupérait des infos sur d'autres affaires de tueurs en série et dont l'affaire Pierre Chanal. Donc je reviens sur l'affaire Pierre Chanal. Voilà, ça c'est vraiment une affaire qui me fascine depuis longtemps, très longtemps. Ouais, l'affaire Chanel, c'est quelque chose. Les ramifications du truc, elles sont hallucinantes. Et il y a plusieurs ramifications qui, moi, m'interpellent particulièrement. C'est son lien, par exemple, avec Octave Sibert. Voilà, c'est un truc qui m'a toujours fasciné. Octave Sibert, qui donc était un personnage médiatique des années 80, fin 80, grand prêtre luciférien, qui avait pignon sur rue. Oui, qui était invité, bien sûr. Oui, il était régulièrement invité dans les émissions avec Jean-Paul Bourg, avec d'autres, etc. Mais lui, tu vois encore sur les archives de l'INA des interviews. Et apparemment, il était en bis-bis avec notre ami Chanal et ils regardaient ensemble des vidéos que Chanal avait pris. Ok. De ce qu'il faisait. Ouais, dans sa camionnette en rentrant de la caserne. Dans sa camionnette. Donc, comment on appelle ça en fait en langage criminel? 1, 9, movie. Oui, non, je suis bien d'accord avec toi. Et là, je suis passé 15-0, c'est-à-dire ma source, c'est Jean-Paul Bourg. Oui, non, mais voilà, mais Jean-Paul Bourg qui était proche, il y a des proches, on va dire, de monsieur Octave Sibert, qui le connaissait parfaitement. Et il savait que
Alors, il m'a pas précisé. Il m'a jamais dit s'il avait vu une cassette. Il m'a jamais. Mais s'il m'avait, tu vois, il racontait généralement quand je parlais à Jean-Paul, il réfléchissait beaucoup avant de raconter un truc, tu vois. J'imagine. C'est pas le mec vu le vécu qu'il avait, il n'avait pas besoin d'en rajouter des tonnes, tu vois. Je pense qu'il m'a dit ça un soir où voilà, il a peut-être il a envie de se libérer de ça, quoi, tu vois. Il m'en a parlé, il m'a dit c'est dingue cette histoire. J'ai fait des recherches. Et les recherches sont dans la vie sexuelle des serial killers. En fait, Ok, intéressant. Le lien entre Chanal et ce mage luciférien. Et cette histoire de cassette snuff, qui est très intrigante. Il se trouve que là où j'habite, la ville où j'habite, c'était la ville en fait où Chanal a été arrêté en 88. Ok. Bah, tu sais, moi, quand je pense à l'affaire de l'adjudant Chanal, moi, je repense à Charlie Hebdo. À l'époque, il faisait une couverture sur 2, c'était sur l'adjudant Chanal et sur les révélations. Et j'en ai gardé quelques-uns. J'étais abonné, je crois encore à l'époque, peu importe. Et effectivement, je me rappelle je m'étais plus ou moins passionné pour cette affaire parce que régulièrement les reporters de Charlie partaient là-bas. Vu qu'il fallait taper sur les bidasses, ils étaient quand même vachement contents. Mais il y avait des très très bonnes couvertures et quelques petits reportages dans lesquels ma mémoire me revient par bribes. Il parlait pas de ramification parce que là on va tomber chez Carl Zero, mais effectivement d'extension du domaine de la lutte, comme on dit, vers des horizons moins militaires, on va dire. Oui, ça circulait pas mal ces vidéos apparemment. Ouais. Après, on parle de mouvements politiques, de ceci, de ça, je ne vais pas rentrer dedans. Parce que moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'un tueur en série qui a opéré pendant 30 ans dans l'ombre, donc le Grélé, avait cette fascination pour ce personnage-là, et suivait sa carrière, tu vois. Est-ce que lui-même avait des réseaux? Il dirigeait ce mec-là, Verov, il s'appelle, le Grélé. Il dirigeait sur Facebook un groupe de militants pro-athéisme. D'accord, ok. Et selon lui, alors l'athéisme, il avait une définition assez particulière de l'athéisme. Pour lui, l'athéisme, ça se résumait par une liberté morale absolue. Quand tu n'as plus de Dieu, tu fais ce que tu veux. Tu n'as plus de barrière, ok. Ouais, il n'y a plus de barrière. Okay, pas de contrat social, rien. Quoi. En fait, ouais, je vois. Okay. Ça, etc. Et lui, il était. Et en fait, il mettait ça sous des dehors un peu paillards, tu vois, franchouillards, on va dire. Mais quand tu sais ce qu'il faisait dans le privé, ça prend une dimension cosmique, en fait. Le mec, il avait une vraie philosophie, un vrai truc, une vraie perversion, en fait. Assez fascinant. Donc, je retrace dans le livre qui sort là chez Canon. Ok, cool. Voilà une bonne chose. Ok, c'est pas. Tu sais, quand tu parles de vidéos et de ça, comme je t'ai dit, j'en ai parlé sur mes réseaux, donc c'est pas un secret. Je suis en train de travailler sur un livre sur Miyazaki Tsutomu. Et je t'ai dit qu'il y a des dizaines d'heures de films qui ont été tournés par lui avec son caméscope. Où il fait tout ce qu'il a fait à ses victimes et qui sont conservés de façon numérique par la police, la police et le service de profilage et le service de tueurs ils appellent ça c'est tueurs psychologiques. Ils n'emploient pas le mot de tueur en série, mais c'est tueur pas psychopathe, mais tueur par la psychologie. Et il y a des années de cela, comme on dit dans le Sud-Ouest, j'en ai vu quelques secondes de cette vidéo numérisée. Ça veut dire que quelque part, il existe une copie qui circule, des vidéos qui ont été payées, parce que finalement, il y a pas mal de tueurs qui ont filmé leur meurtre, qui ont filmé. Voilà, ils ont. Donc le fait de parler de vidéos de Snuff Movies, quand on parle, effectivement, le mythe du Snuff Movie, c'est un mythe dans le sens qu'il n'y a pas des équipes de production avec des réalisateurs, des scripts, des caméramens qui contactent des mecs. Tu veux pas buter ma machine, on va venir te filmer. Ça, effectivement, c'est une légende urbaine. Par contre, que les mecs filment leurs exactions, leur boulot, tout ce que vous voulez, ça c'est
pas un mythe, c'est une réalité. Et moi, il m'a été donné de voir des trucs pendant que je préparais mes vidéos ou mes bouquins. Effectivement, c'est très... Ne serait-ce que dans les archives de la police, hein, tout simplement, quoi. Quand ils récupèrent des preuves. Chez Camion on a sorti un bouquin qui est intéressant, qui s'appelle Killing for Culture. On retrace ça, justement, l'histoire du mythe du snuff et confronté à la réalité des faits, quoi. Tu vois. Fondamentalement, si tu regardes les vidéos faites par les cartels mexicains et par Al-Qaïda, c'est du snuff. Ah bah c'est du snuff, complètement. Oui. Donc ça prouve que ce n'est pas un mythe. Il y a toujours eu des gens qui filmaient des meurtres, etc. Et des gens pour les regarder. Bien sûr, bien ouais. Non mais ce qui est très drôle, c'est ce qui est fascinant, c'est la légende urbaine du snuff movies, comme on le voit dans les films hollywoodiens, dans 8 Milli et tout ça, avec cette espèce de d'aura maléfique sur les milieux underground, que les snuff movies seraient vraiment le fait et le fruit des milieux de la nuit, des milieux BDSM, des milieux punk, des milieux métal, alors que pas du tout en fait. Moi je me base sur mes expériences à Tokyo où on trouve énormément de productions super bis dans les années 80-90, on les trouvait sur des cassettes, ensuite sur des CD-ROM, mais c'est du cinéma. C'est toujours du cinéma si tu veux. C'est du Guinea Pig version encore plus amateur ou amatrice. Et c'est là effectivement implicitement lié au monde de underground, au monde du metal, au monde du punk, au monde de tout ce que tu veux. Mais j'ai jamais vraiment compris pourquoi le grand public, c'était peut-être à cause des films hollywoodiens, peut-être parce qu'en général quand on voit un film ou une série sur du soi-disant le monde du snuff movies, on va tout de suite dans des concerts de crust ou de hardcore ou de machin. J'ai toujours trouvé ça assez marrant d'associer ces et pas avec la murderabilia si tu veux. En général, dans les films hollywoodiens, quand ils parlent de murderabilia, c'est toujours des mecs en costard qui travaillent pour des grands consortiums et c'est ça qui est très drôle en fait. Je sais pas, l'image forgée par les grandes sociétés de prod hollywoodiennes m'a toujours fasciné. Enfin bon, c'est un autre... Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, les amis, il nous reste 10 petites minutes. On va pas tarder à conclure. Il y a un film espagnol là-dessus, 6. Ah, je connais pas. Ah, Thesis, pardon. Thesis, ouais, je vois ce que c'est, ouais. Je ne connais pas, tiens. Alors après, film espagnol, ça va, s'il en existe une version au moins sous-titrée. Ah, ouais. Je suis preneur. Et non mais c'est ok, je lis un peu je remonte un petit peu dans le clavardage. Ok, je crois qu'on est à peu près bon. Un film assez ancien, mais j'essaierai de voir si je le trouve. En ce moment là, je suis en train de récupérer plein de vieux fichiers sur mes disques durs. Pour ça, je parlais du film de Hino là, de Guinea Pig. Flower of Blood, et j'ai revu le 2 là pour me détendre un peu cet après-midi entre deux lectures des comptes rendus d'audience de Miyazaki. c'est pour rester dans le ton un peu. C'est quand même fascinant, c'est quand même c'est quand même des productions. Moi je suis très très fan des mangas du monsieur qui a fait le 2 et le 3, je crois. Il a fait le 3e avec la sirène, c'est lui qui l'a fait aussi. C'est pas lui qui a fait le premier. Ouais. Et Mermaid, je sais plus quoi. Oui, c'est ça. Et je vous Flowers, il est très bon, c'est le meilleur, hein, Viola, je trouve que c'est vraiment le meilleur. Et pourtant il y a rien, c'est pas des films mais et je pense que ça fait partie des mini-productions parce qu'il a fait ça à la fin des années 80, si je ne m'abuse. C'était sorti à l'époque un peu sous le manteau, en mode regardez, c'est du caméra à l'épaule, on sait pas tellement. Puis au début, l'écran de début, en fait, c'est il dit pas que c'est lui le mangaka, mais il dit il y a un mangaka très célèbre qui un jour à la rédaction de son magazine de prépublication a reçu des cassettes vidéo. C'est un monsieur qui voulait accomplir une œuvre d'art et qui kidnappait des jeunes femmes pour les découper, pour faire une collection de fleurs de sang.
J'ai vu les vraies vidéos, mais comme je peux pas vous les montrer, j'en ai tourné une copie, j'en ai tourné une version scénarisée, mais ce que vous allez voir, c'est vraiment passé, etc. C'était vraiment, vraiment le début. Un livre de Pierre Bellemare là-dessus. Ah oui? Ah tiens, intéressant. Mais non, mais à cette heure-là, moi je gobe tout. Raconte-moi qu'en fait, Bourgoin c'est toi, mets-toi une perruque et c'est bon, je suis parti. Ah ouais, non, mais. Ah, il en est capable, Pierre Bellemare, il en est capable. Il en est bien. Pour revenir à ce chef-d'œuvre. Eh mais alors, on va finir sur ce chef-d'œuvre parce que j'ai pris beaucoup de plaisir et à mon âge, c'est toujours bon à prendre. En lisant, franchement, la première partie est très très drôle. Je pense que ça va vous plaire, je vous connais tous là. Et la seconde partie dédiée là à l'enquête, à la chronologie, etc. est super intéressante parce que on revient point par point sur ce qui a été dit depuis des années sur Monsieur Bourgoin et c'est vraiment très chouette. Allez voir quand même, mais pas quand même, mais allez voir aussi, une fois que vous aurez lu le livre, la deuxième partie de la vidéo de Clément. Parce que les 5 dernières minutes, c'est une excellente conclusion à tout ce qu'on a pu dire et écrire depuis des années. Moi, je l'ai pas trouvé pathétique. Je l'ai pas trouvé, comment ils dit les gens dans les commentaires. Moi aussi, j'ai lu les commentaires. J'ai de la pitié, de la compassion. J'ai pas eu de compassion pour lui. Au contraire, il persiste et il signe pour moi. Mais allez l'écouter. Mais en tout cas, je vous mettrai les liens de commande et les liens pour le livre de Nico, soit sur le site de Camion Noir en commande directe. Si vous avez envie de version dédicacée, vous m'envoyez un message, je me débrouillerai avec l'auteur pour voir si on peut négocier des versions dédicacées. Ou sinon, pour ceux qui ont plus de mains, qui peuvent pas lire avec leurs mains, vous avez certainement une version dématérialisée quelque part à acheter. Mais acheter directement chez l'éditeur, c'est toujours mieux que de passer par les revendeurs. Les auteurs touchent plus et les éditeurs touchent plus, et c'est vraiment la période où il faut vraiment aider les éditeurs. J'en ai quelques-uns dans mon entourage, c'est pas la meilleure période de l'histoire pour l'édition papier, malheureusement. Les amis, je vous incite fortement à aller acheter le bouquin immédiatement. Vous me contactez si vous voulez la version dédicacée et d'autres trucs, on en parlera. Nico, je te remercie une fois de plus d'avoir accepté mon invitation, et Viola, un grand merci à toi d'avoir été là ce soir. Et on se revoit pour la dernière partie ou pour la 5e ou une autre partie sur Libristo. On a encore plein de choses à te demander et la prochaine fois aussi on abordera. Ce qui serait sympa, c'est de faire un truc pour l'Expo Strala à Paris. Ah ben mais j'y serai de toute façon. Ouais. On fera un truc en live. Au mois de février, de toute façon, je vais venir, ça c'est obligé. J'aimerais, toi on en a déjà parlé, mais si je pouvais aider pour la partie japonaise, ce serait avec grand plaisir. Et bien sûr que j'y serai, et puis on fera un truc là-bas sur place. Ça pourrait être non seulement une vidéo, mais aussi peut-être un live. J'amènerai ce qu'il faut, ce sera vraiment très joli. Et puis j'en reparlerai sur la chaîne, mais après on pourra peut-être se débrouiller pour faire une petite collab avec les organisateurs et essayer de se retrouver là-bas, de vous faire venir là-bas et tout. Je pense qu'il y aura des choses à faire. On a fait ça en Italie avec des auteurs italiens, donc il n'y a pas de souci. D'accord, bon ben voilà, écoute, on en reparlera, mais en tout cas je suis impatient de voir ça, parce que à chaque fois je vois tes vidéos passer, les photos et les vidéos passées, comme c'est dans des pays où je vais pas, moi l'Italie, tu sais, ces gens-là, moins je les fréquente, mieux je me porte, donc... Mais je rigole, j'aime beaucoup l'Italie, c'est les Italiens, j'ai du mal. Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Écoute Nico, je vais te laisser, moi c'est pareil. Je vais aller prendre mes cachets et puis replonger dans ma boîte pour la nuit. Nous on se retrouve lundi soir pour un petit Satsujin Live actualité japonaise. Je vais vous reparler de trucs qui font pas plaisir. Nico, je te souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, et on se revoit très bientôt. Les camarades, je vous embrasse pour ceux que ça intéresse, et on se dit bonne année.